Alors, je ne dérogerai pas d'abord à la tradition qui veut qu'on remercie les organisateurs de vous avoir invité à faire une conférence. Et je remercie en outre les organisateurs d'avoir même prévu la météo. Mais enfin, il faut dire quand même qu'à Nice, il n'est pas très très difficile de prévoir une belle météo. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur le sujet qui m'a été proposé dans le cadre de ce centre universitaire méditerranéen que je ne connaissais pas et qui est véritablement un magnifique endroit. Alors, vous avez vu que le titre de cette conférence est en forme de question. La franc-maçonnerie chrétienne au XXIe siècle, point d'interrogation, ça veut dire, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que vous êtes sérieux? Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse poser cette question aujourd'hui, et nous sommes d'ailleurs probablement l'un des rares pays dans le monde maçonnique, et quand je parle du monde maçonnique, ça va sur tous les continents. Nous sommes l'un des rares pays du monde maçonnique où on puisse poser une telle question. Le problème est que la France est un vieux pays de tradition maçonnique, on le verra, nous allons en parler dans quelques instants. C'est un vieux pays de tradition maçonnique et pourtant, de nos jours, mais ça ne date pas d'hier, la franc-maçonnerie est un problème. Un problème pour le grand public qui vit à partir d'un certain nombre de légendes urbaines, de ragots de couloir qu'entretiennent, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les hebdomadaires en mal de gros titres. Alors il y a un certain nombre de titres comme ça qui font vendre les hebdomadaires. Mal au dos, mal du siècle, le salaire des cadres et le classement des hôpitaux et après les secrets des francs-maçons. L'image de la franc-maçonnerie est une image ambiguë, et c'est d'ailleurs aussi un pays qui, à la différence par exemple des pays anglo-saxons, où la maçonnerie dans le monde est encore très largement majoritairement représentée, c'est un pays où la maçonnerie a subi des persécutions, alors que ça n'a jamais été le cas dans les pays anglo-saxons, qu'il s'agisse des îles britanniques ou des États-Unis, et ça explique en partie la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, nous allons évidemment parler de cet objet improbable aux yeux de certains qu'est la franc-maçonnerie chrétienne, ici et maintenant, au XXIe siècle, mais il me semble qu'il est nécessaire, avant d'en arriver là, on ne peut pas débarquer directement sur cette question, sur ce sujet-là, il est nécessaire de savoir, de se souvenir d'où vient la franc-maçonnerie, par quelles étapes elle a dû passer pour en arriver au point où elle est, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais dans la France d'aujourd'hui. Alors, c'est un voyage préalable auquel je vais vous inviter pour remonter quelques siècles et puis redescendre tranquillement vers notre époque, en essayant de ramasser, au fil du temps qui va passer, les éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, pourquoi elle est si étrange, si contradictoire et parfois si problématique pour nombre de gens, et enfin, pour comprendre ce que peut signifier la franc-maçonnerie chrétienne dans un siècle comme le nôtre. Alors, préparez-vous à ce voyage parce qu'on va partir loin en arrière. Il faut comprendre que tout l'imaginaire de la franc-maçonnerie repose sur un contexte historique et une légende fondatrice. Ce contexte historique, cette légende fondatrice, c'est celle des chantiers du Moyen-Âge. Les chantiers du Moyen-Âge, c'est essentiellement ceux de la grande époque de l'architecture médiévale, celle qui permettra de construire les chapelles puis les cathédrales romanes ou gothiques, disons entre le XIe et le XIVe siècle. C'est là que cette organisation architecturale va devenir énorme sur toute l'Europe. Le fameux chroniqueur Raoul Glaber raconte au XIe siècle qu'après les terreurs de l'an 1000, dit-il, l'Europe s'est couverte d'un blanc manteau d'églises. On en a construit partout. Et naturellement, les chantiers deviennent un des lieux emblématiques de la vie quotidienne et même de la vie économique, de la vie institutionnelle, de la vie sociale dans cette Europe qui construit des édifices religieux à peu près partout dans tous les pays.
Sur ces chantiers, il y a différentes catégories d'ouvriers. Parce que dans un chantier, certes, il faut des gens pour tailler des pierres, il faut des gens pour les poser, il faut des architectes pour concevoir les plans, il faut des maîtres d'œuvre pour vérifier que les gens font bien leur travail, mais il faut aussi des charpentiers, parce que malheureusement, l'horrible malheur qui est survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris nous l'a rappelé, il y a du bois dans les cathédrales et pas seulement de la pierre. Il faut des charpentiers, il faut évidemment aussi des gens qui s'occupent, le maréchal Ferrand qui va s'occuper de réparer et de forger les outils. Bref, quantité de métiers, sans parler de tous les manœuvres qui doivent manier les sacs dans lesquels il y a la terre qu'on évacue, le sable qu'on apporte pour faire ou constituer une partie du mortier et les pierres, bien entendu, qu'il faut travailler. Donc c'est tout un peuple qui s'établit. Mais si nous nous en tenons à ceux qui travaillent la pierre, on sait, notamment grâce à des documents qui sont pour l'essentiel des documents anglo-normands du XIIe et du XIIIe siècle. Ce sont les documents les plus anciens qu'on possède. Donc, retenons bien ça, cet imaginaire, ce légendaire de la franc-maçonnerie naît dans un contexte religieux puisqu'il faut construire des cathédrales. Il ne s'agit pas de construire des tavernes ou de construire des maisons particulières, il s'agit de construire des cathédrales. Pour ceux qui manient essentiellement la pierre, on sait par des comptes rendus de chantier, des correspondances, qu'on distingue dès cette époque deux catégories de maçons. Il y a d'abord ceux qui sont les maçons les moins expérimentés, les moins talentueux, ceux qui ont besoin des formations les plus simples. Ceux-là, on va leur demander de porter des pierres, de les acheminer depuis la carrière, et puis éventuellement la pierre de mauvaise qualité, celle qui n'est pas jolie, celle qu'on ne va pas montrer, de la façonner très grossièrement pour faire essentiellement ce qu'on appelle du blocage, c'est-à-dire qu'entre les deux faces du mur qui sont visibles et qu'on appelle les parements, il y a au milieu quelque chose qui va donner sa solidité au mur, c'est du blocage avec des pierres, des moellons, d'une pierre qui est grossière, qui est rugueuse, qui n'est pas belle à voir. Et dans l'anglais primitif, car encore une fois, l'essentiel des documents sont en anglais, en vieil anglais, on appelle ça la rough stone. La rough stone, c'est la pierre rugueuse, c'est la pierre grossière. Et comment appelle-t-on les maçons qui s'occupent de ça? On les appelle les rough masons, les maçons rugueux, les maçons grossiers. Alors, ça n'est pas tellement qu'en tant que personne, ils soient rugueux ou grossiers, mais ils s'occupent d'une pierre rugueuse. Ça, ce n'est pas l'aristocratie des maçons. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui va nous intéresser et qui, elle, concerne les maçons qui ont eu une formation beaucoup plus sophistiquée, qui savent faire beaucoup plus de choses, qui ont passé beaucoup plus d'années à travailler et à se perfectionner et qui vont réaliser la taille très fine et même la sculpture, le ciselage des pierres que l'on va voir. Ce seront les pierres de parement avec un grain très fin, ce seront les moulures, ce seront les volutes, ce seront les sculptures, ce seront les images. Et ces maçons-là ne travaillent pas sur n'importe quel type de pierre. Ils travaillent sur une pierre extrêmement fine, un calcaire au grain très fin, qui s'offre particulièrement bien à un travail d'ouvrage extrêmement précis. Cette pierre-là, dans le vocabulaire du XIIIe siècle, on l'appelle free stone, la pierre libre. En vieux français, on a d'ailleurs des comptes rendus qui montrent cette expression, on appelle ça la pierre franche, parce que France, ça veut dire libre. La pierre franche, retenez bien, c'est la pierre qui est franche. Et comment appelle-t-on les maçons qui sont chargés de travailler la pierre franche, la free stone? On les appelle les free masons, les maîtres maçons de pierre franche. Notez bien que ce ne sont pas les maçons qui sont libres. Ça, c'est une erreur. Non, c'est la pierre. C'est la pierre qui est franche. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une pierre soit libre? Ça veut dire qu'elle s'offre librement à la sculpture la plus fine, alors que la pierre rugueuse refuse de s'offrir à la sculpture la plus fine. Et donc les Freemasons sont des maçons opératifs, des maçons qui travaillent de leurs mains, vont devenir, dans l'histoire du métier, l'aristocratie du métier. Il faut retenir ça, c'est l'origine opérative du terme franc-maçon, c'est l'aristocratie du métier des tailleurs de pierre. Et
il y a un autre aspect, ça c'est un premier point, mais il y a un autre aspect dont il faut être conscient et qui illustre l'image qui est à droite. Cette image, elle est tirée d'un exemplaire enluminé au début du XVe siècle, d'une œuvre du 1er siècle de notre ère due à Flavius Joseph et qui s'intitule « Les Antiquités juives ». Flavius Joseph était un juif romanisé qui s'était en quelque sorte acquis à la domination romaine après la destruction du temple de Jérusalem par Titus en 70 de notre ère, et il fait une sorte de commentaire, de glose du texte biblique qui s'appelle « Les Antiquités juives ». Ce texte va être copié et recopié tout au long du Moyen-Âge, et au XVe siècle, on en fait une très belle version, enluminée par Jean Fouquet, qui est évidemment un peintre extrêmement célèbre à cette époque. Et dans l'une de ces enluminures, qui est celle que je vous présente ici, il montre la construction du temple du roi Salomon à Jérusalem. Alors on voit le roi qui va être au balcon, qui montre le temple en construction, on voit des ouvriers qui travaillent, qui sculptent, et puis on voit l'entourage du roi, peut-être son premier maître maçon, qui l'accompagne pour faire cette visite du temple. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Au Moyen-Âge, on n'a pas la même vision du temps que celle que nous avons de nos jours. Comprenez bien qu'un chantier de cathédrale, ça peut durer 60, 80, 100 ans, 120 ans. Il y a même des cathédrales qui n'ont jamais été achevées. Or, la moyenne d'âge, l'espérance de vie d'un ouvrier au XIIIe siècle est de l'ordre de 35 à 40 ans pour les plus vieux. Il commence sur le chantier généralement vers l'âge de 10-12 ans, ce qui veut dire qu'à des milliers de reprises pendant toute cette époque, de jeunes apprentis sont arrivés sur le chantier d'une cathédrale dont ils n'avaient pas vu poser la première pierre, et ils sont morts avant d'en avoir vu l'achèvement. Il est bien clair que ça introduit une vision du monde et une perception du temps très différente de la nôtre. Et lorsqu'on montrait à l'un de ces petits jeunes apprentis illettrés, parce que 3% de la population sait lire à cette époque, quand on lui montrait cette image, comment nous présente-t-on le temple de Salomon ? On nous la présente sous l'aspect d'une magnifique cathédrale du gothique flamboyant. C'est évidemment un monstrueux anachronisme. Vous imaginez bien que le temple de Salomon ressemblait probablement davantage à un temple égyptien qu'à ça. Le temple de Salomon ne ressemblait absolument pas à ça. Et ça n'a aucune importance. On lui montrait ça. Et ce jeune homme regardait la cathédrale dont il n'avait pas vu poser la première pierre. Il regardait cette enluminure et il se disait « Mais oui, en effet, je suis en train de construire le temple de Salomon. » Or, à cette époque, à cette même époque, au Moyen-Âge, là encore une caractéristique de cette époque qui peut nous paraître étrange de nos jours. Tous les moments, tous les stades les plus essentiels de la vie d'un homme étaient rythmés par des rituels. Alors bien sûr, il y avait les rituels religieux. Quand on naît, c'est le baptême, après on fait sa communion, après on se marie, et puis le dernier rituel, c'est celui des funérailles. Mais ça allait beaucoup plus loin que ces rituels religieux. À chaque fois qu'on entrait dans la vie sociale, et en particulier quand on entrait dans un métier ou qu'on accédait à une responsabilité sociale. Aujourd'hui, si c'est une administration, il y aura probablement quelque part un procès verbal ou un arrêté ou un décret, et puis dans d'autres circonstances, un contrat de travail. Au Moyen-Âge, les choses ne se passent pas aussi simplement que ça. Lorsque vous entrez dans une fonction, dans un métier, vous passez nécessairement par un rituel. Il y a un rituel pour installer le curé dans son église. Il y a un rituel pour installer l'évêque dans sa cathédrale. Évidemment, il y a le rituel des rituels, celui qui est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui à Londres, c'est évidemment le sacre du roi. Mais ça n'est pas réservé qu'à ces personnages-là.
Quand vous deveniez boulanger, il y avait un rituel pour être admis dans la corporation des boulangers. Même chose pour tous les autres métiers. Et donc, même chose pour le métier de maçon, et ça se passait la plupart du temps sur le chantier, parce que c'était là où les maçons étaient l'immense partie du temps. Alors, dans le chantier, il y avait un abri en bois, généralement situé sur le côté sud de l'édifice en cours de construction, qu'on appelait la loge, et qui était un endroit dans lequel on s'abritait d'abord quand il faisait trop froid ou trop chaud, ou qu'il pleuvait, parce que dans la loge, il ne pleuvait pas, puisqu'on était protégé, où on réparait ses outils, où on préparait le travail du lendemain, où l'on se restaurait pendant les courtes pauses du travail. En été, la journée de travail était de 12 heures. Et puis, il n'y avait pas de retraite à 64 ans parce qu'on était mort 30 ans plus tôt. Mais, surtout, dans cette loge, on faisait en plus cette chose dont on vient de parler, c'est-à-dire que quand un jeune apprenti arrivait sur le chantier, on ne se contentait pas de dire « Bon, alors ça y est, ton patron a signé, tu es bon, tu te mets au travail ». Non. Il devait passer par un rituel, par un acte symbolique qui l'introduisait dans le métier. Et cet acte symbolique, ce rituel, qui était très simple, consistait principalement en deux choses. D'abord, on lui racontait l'histoire de son métier. Ça, c'est une chose très intéressante. On ne lui disait pas simplement « ton métier, ça va être de casser des pierres ». On lui disait « tu reprends une tradition qui remonte à l'origine du monde ». Et on lui racontait, c'était dans des textes dont une centaine de versions nous sont parvenues et dont les plus anciens remontent au début du XVe siècle, on lui racontait l'histoire de la construction, l'histoire de la maçonnerie. On lui apprenait que la première loge s'était tenue au paradis terrestre, où le vénérable maître de la loge s'appelait Adam et où ses deux fils étaient les deux surveillants. On observe d'ailleurs que les anciens devoirs ne nous disent pas où était Ève pendant ce temps-là. Mais ça, c'était en quelque sorte pour l'inscrire dans une histoire qui dépassait son temps, qui dépassait le lieu où il se trouvait. Et puis la deuxième phase, c'était l'initiation elle-même, qui consistait simplement à lui faire prêter un serment aux vertus duquel, premièrement, il serait fidèle à son maître, il s'efforcerait de travailler au mieux et il ne révélerait pas les secrets de construction qui étaient évidemment le cœur et la richesse du métier. Alors cette tradition de la maçonnerie opérative avec ses rituels, elle s'est poursuivie au fil du temps, mais le temps a passé. Alors voilà, je vous montre simplement le plus vieux exemplaire. Alors, il a été relié en 1757, mais il est daté d'environ 1390. C'est le plus ancien exemplaire des anciens devoirs, de ces histoires qu'on racontait aux jeunes maçons quand ils étaient reçus. Et alors, voilà une partie d'un texte d'une de ces versions. C'est simplement pour vous montrer dans quel état d'esprit le serment était prêté et l'histoire était racontée. Simplement, le début du texte, « The might of the Father of heaven, the wisdom of the glorious Son, and the grace and goodness of the Holy Spirit », c'est-à-dire la force du Père des cieux, la sagesse du Fils glorieux et la beauté du Saint-Esprit. Si ce ternaire, sagesse, force et beauté rappelle quelque chose à certains d'entre vous, oubliez tous les commentaires qu'on a pu lire sur l'origine, je ne sais pas moi, kabbalistique, séphirotique, astrologique, de tout ça. C'est inscrit dans la tradition maçonnique depuis le XIVe siècle, mais c'est inscrit dans la tradition de la théologie depuis le XIe siècle, où dans les sentences de Pierre Lombard, au XIe siècle, on enseigne que la caractéristique du Père, c'est la force, que la caractéristique du Fils, c'est la sagesse, et que la caractéristique de l'Esprit Saint, c'est la beauté. L'origine de ce ternaire, c'est tout simplement les trois personnes de la Trinité. C'est une origine religieuse et c'est une origine chrétienne. Et nous sommes au XVe siècle. Mais bien sûr, le temps a passé. Le temps a passé et au fil du temps, il y a eu des événements, en particulier des événements politiques, qui ont fait que cette culture des chantiers du Moyen-Âge a disparu. Elle a disparu en particulier en Angleterre
en raison de la Réforme qui est intervenue au milieu du XVIe siècle, avec l'acte de suprématie promulgué par Henri VIII en 1534, d'ailleurs pas pour des raisons religieuses, mais parce que le pape refuse de le divorcer. Donc il dit désormais c'est moi le chef de l'Église et je me divorce. Mais à partir de là, évidemment, l'Angleterre est entrée dans le monde de la Réforme, a quitté l'univers catholique, et l'une des premières conséquences, ça a été l'arrêt total, ou presque, des grands chantiers ecclésiastiques, des constructions de monastères et de tous les édifices religieux. Et donc tout ce système d'éloges et des initiations de maçons opératifs a commencé à péricliter. Là, nous sommes aux alentours du XVIe siècle. Mais, et c'est ça qui est surprenant, on voit se constituer, au cours du XVIIe siècle, un mouvement nouveau. Et j'insiste sur le fait que cette transformation ne s'est opérée que dans les îles britanniques et nulle part ailleurs. Et c'est ça qui va donner naissance à la franc-maçonnerie telle que nous l'entendons. Cette transformation-là est exclusivement britannique. On voit apparaître au XVIIe siècle des groupes, dont souvent d'ailleurs l'origine n'est pas très claire, de gens qui se qualifient de Freemasons. Mais en réalité, on s'aperçoit très vite que ce ne sont pas des maçons, ce ne sont pas des maçons opératifs, ce ne sont pas des gens dont le métier est de tailler des pierres, ils n'ont jamais mis les pieds sur un chantier. Alors, ce ne sont pas non plus forcément de grands savants, de grands intellectuels, ça viendra, mais ça viendra plus tard. Au départ, ce sont souvent des boutiquiers, des artisans, parce que l'une des fonctions essentielles de ces loges d'un nouveau type, c'était, comme les confréries qui sont apparues dès le XIe siècle, une fonction d'entraide. Nous sommes à une époque où il n'y a pas d'assurance sociale, il n'y a pas d'arrêt de travail, il n'y a pas d'assurance contre les accidents du travail, il n'y a pas de retraite. Ce qui veut dire que quand on ne travaille pas parce qu'on est devenu trop vieux ou qu'on est infirme ou que le père de famille se tue, ce qui était très fréquent sur un chantier, la famille n'a plus rien pour vivre. Alors dès le XIe siècle, on met en place des confréries dont le principe est simple, c'est la préfiguration, c'est les ancêtres de l'assurance mutuelle. Tant qu'on travaille, on donne un peu d'argent dans ce qu'on appelle the common box, la caisse commune, et puis le jour où on n'a plus rien parce qu'un accident de la vie est survenu, grâce à l'argent qui est là, les confrères vous aident à surmonter cette période. Et on s'aperçoit qu'à partir du XVIIe siècle, les anciennes loges qui avaient une fonction liée au métier ne sont plus liées au métier, mais elles ont conservé deux choses. Premièrement, la fonction d'entraide mutuelle, de solidarité, et deuxièmement, elles ont conservé des rituels. Elles ont gardé ces rituels comme signe d'appartenance à la confrérie. Et ceci aboutira, évidemment, il y aurait beaucoup d'étapes à franchir, mais on ne peut pas détailler toutes ces étapes aujourd'hui, ça aboutira en 1717 à la création de la première grande loge à Londres, dans le quartier de Londres, dans la fameuse taverne Goose and Gridiron, qui est le grill et la grille et l'oie et le grill, qui est une taverne dans laquelle se réunit la première grande loge. Et de cette petite réunion de 30 personnes va naître la franc-maçonnerie qui, quelques décennies plus tard, s'est étendue au reste du monde. Très tôt, elle est prise en charge, alors cette fois par des intellectuels qui veulent donner un cadre organisationnel, un cadre réglementaire à cette nouvelle franc-maçonnerie. Et dès cette époque, comme par hasard, les deux qui vont donner ce cadre, c'est Jean-Théophile Desaguliers, qui, comme nous sommes à Londres, et qui, comme son nom l'indique, est d'origine française. Il est né près de La Rochelle, son père était pasteur, et il a été chassé en 1685 par la révocation de l'édit de Nantes. Et donc il s'est réfugié en Angleterre, où il est devenu prêtre de l'Église d'Angleterre. Jean-Théophile Desaguliers n'est pas pasteur, son père était pasteur, mais lui, il est membre de l'Église d'Angleterre, et dans l'Église d'Angleterre, on dit priest, prêtre. En revanche, le deuxième qui va travailler avec lui est écossais, donc il n'est pas anglais non plus, c'est le révérend James Anderson, qui lui est un pasteur presbytérien venu d'Écosse, et qui, après l'union des deux couronnes en 1707, entre l'Angleterre et l'Écosse, va venir à Londres, et c'est lui qui rédigera, sous la surveillance de Jean-Théophile Desaguliers, ce que de nos jours encore, on considère comme le texte fondamental de toute la
franc-maçonnerie moderne, les constitutions du métier en 1723. Ces constitutions ont donc été rédigées par deux ecclésiastiques, par Jean-Théophile Desaguliers, prêtre de l'Église d'Angleterre, et par James Anderson, pasteur presbytérien. Il y a un document, il y a un passage qui a fait couler beaucoup d'encre, et le moment n'est pas de le disséquer, mais de le rappeler. Il y a dans ce livre, d'abord, une histoire du métier, un peu à la manière de celle qu'on racontait sur les chantiers du Moyen-Âge, et puis il y a les devoirs, charges, les devoirs qui sont imposés aux francs-maçons. Et le premier de ces devoirs, concernant Dieu et la religion, s'énonce de façon non ambiguë: un maçon est obligé, de par son engagement, d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais athée stupide, ni libertin, irréligieux. La maçonnerie moderne, au même titre que la maçonnerie opérative, qui, vous vous le souvenez, on l'a vu il y a un instant, se plaçait sous l'invocation trinitaire, la franc-maçonnerie moderne, quand elle est créée à Londres au début du XVIIIe siècle, est dans la même ligne. C'est normal, on ne peut pas demander autre chose à deux ecclésiastiques. Elle est fondée sur des bases religieuses, avec l'idée que la maçonnerie repose sur l'invocation, comme on dit, du grand architecte de l'univers, qui n'est que le sobriquet de Dieu. Et à la même époque, en 1726, dans un très important discours, un maçon éminent du temps, qui s'appelle Francis Drake, prononce un grand discours à York, dans lequel il énonce « The three great principles of Freemasonry », les trois grands principes de la franc-maçonnerie, qui sont considérés encore comme tels de nos jours par les francs-maçons anglais: « Truth, relief and brotherly love », la vérité, la bienfaisance, on peut le traduire comme ça, et l'amour fraternel. Et à partir de ces principes-là, la franc-maçonnerie va se répandre à travers le monde. Ici, c'est l'image d'une loge anglaise telle que son décor s'est fixé au milieu du XVIIIe siècle. Et cette franc-maçonnerie va reprendre, en les sophistiquant, en les améliorant, en les chargeant de plus en plus, les rituels qui existaient déjà au Moyen-Âge, et on continuera à recevoir des candidats selon les grandes règles qui étaient déjà en usage 2 ou 3 siècles plus tôt, mais au fil du temps, ces rituels deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus riches. Et puis enfin, tout ce que je viens de vous raconter est anglais, mais la franc-maçonnerie va finir par traverser le Channel pour arriver en France, et en France, elle avait toutes les raisons de ne pas prospérer. Elle avait toutes les raisons de ne pas prospérer pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce que l'Angleterre avait permis l'éclosion de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de ces cellules libres, indépendantes, qui s'administrent elles-mêmes, parce que l'Angleterre, depuis 1688, époque, date de ce que les Anglais appellent « the Glorious Revolution », la glorieuse révolution, qui est le contraire à peu près exact de la Révolution française. C'est-à-dire que la glorieuse révolution installe définitivement la monarchie anglaise sous sa forme parlementaire, le roi promulguant « the Act of Toleration », l'acte de tolérance, dans lequel il dit « toutes les opinions politiques sont autorisées, toutes les opinions religieuses sont autorisées ». Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Les catholiques, non, vraiment pas. Les catholiques en Angleterre n'obtiendront leur droit civil, je ne parle pas du fait d'être catholique, mais le fait de pouvoir voter. Les catholiques anglais n'obtiendront leur droit civil qu'en 1829. Pendant tout le XVIIIe siècle, ils n'existent pas dans le champ politique. La querelle et les guerres avaient été trop douloureuses et trop profondes. Et puis, deuxième chose, non seulement on établit une monarchie parlementaire, mais surtout on établit une liberté religieuse, à la seule exception que je viens de mentionner. Lorsque un jeune espoir des lettres françaises, un peu agité à Paris, François-Marie Arouet, qui se fera connaître sous le nom de Monsieur de Voltaire. En 1726, il est très jeune, il est né en 1696, il amaille à partir avec les gens, comme on disait alors, d'un grand seigneur parisien. Et pour éviter que ça ne tourne mal et qu'on l'embastille, comme sa famille a quelques relations,
on lui dit « éloignez-vous un peu, ah, tiens, allez passer quelque temps en Angleterre ». Alors il prend un paquebot et il va en Angleterre où il restera pendant 3 ans. Il reviendra et publiera en 1733 un livre magnifique qui s'appelle « Lettres philosophiques » ou « Lettres anglaises », où il décrit au public français la société anglaise. Et c'est très intéressant, parce que, notamment, je vous conseille de vous reporter à ce chapitre, dans le chapitre 6, qui s'appelle « Sur les presbytériens ». Alors, à son habitude, ce chapitre 6 est supposé être consacré aux presbytériens, mais donc Voltaire parle d'autre chose, peu importe. Mais à la fin, il y a un passage extraordinaire, que je ne vous cite qu'en substance. Il dit la chose suivante. « Entrez dans la bourse de Londres. Là, vous y trouverez des luthériens, des calvinistes, des indépendants, des juifs, des mahométans, ce sont les termes qu'il utilise, qui font des affaires ensemble. Et puis, lorsqu'ils ont fait affaire ensemble, ils ressortent de la bourse de Londres. Et là, dit Voltaire, qui ne peut pas s'empêcher évidemment de faire un peu d'ironie, certains d'entre eux vont baptiser leur fils au nom d'un Dieu en 3 personnes auquel ils ne comprennent rien, et d'autres vont faire couper le prépuce de leur fils en marmottant des mots hébreux qu'ils ne comprennent pas davantage, mais tous sont contents. Eh bien, ce que Voltaire décrit avec ironie, c'est la liberté et la tolérance interreligieuse qui sévit alors, qui sévit pour le bon motif, qui règne alors en Angleterre. Mais évidemment, la France, c'est tout le contraire. La France vit alors, premièrement, sur le plan politique, dans un régime d'absolutisme monarchique, le plus strict, et deuxièmement, en régime de révocation, puisqu'en 1685, par l'édit de Fontainebleau, on va révoquer l'édit de Nantes, ce qui fait que sur le plan religieux, on n'a plus que 3 possibilités, être catholique, catholique ou catholique. Et c'est d'ailleurs ce qui provoquera l'exil du père de Jean-Théophile des Aguiliers. Donc la franc-maçonnerie venue d'Angleterre, d'un pays de monarchie parlementaire et de liberté religieuse, n'avait a priori aucune chance de prospérer en France. Et pourtant, elle deviendra la fille aînée de la maçonnerie, c'est-à-dire le 2e pays le plus brillant de la maçonnerie, et à partir de la France, une grande partie de la maçonnerie européenne va naître. Elle a eu dès le début un protecteur, 1743, le comte de Clermont, Louis-Antoine de Bourbon-Condé, comte de Clermont, prince du sang, un aristocrate de très haut rang, plutôt libéral, et qui va accorder sa protection à la jeune franc-maçonnerie, de sorte que lorsque des exempts de police vont vouloir opérer dans les loges des perquisitions, les francs-maçons vont aller voir le comte de Clermont en disant « il y a des policiers qui nous embêtent ». Le comte de Clermont convoque le lieutenant de police de Paris, c'est-à-dire l'équivalent du préfet de police, et lui dit « Monsieur, les francs-maçons sont mes gens, je vous prierai de les laisser tranquilles ». Et de cette manière, en s'assurant la protection de quelques aristocrates libéraux, la franc-maçonnerie va prospérer pour aboutir à peu près, selon les estimations les plus vraisemblables, à 40 ou 50 000 membres avant la Révolution française. Donc la franc-maçonnerie a mis pied en France, et on a un texte qui lui aussi est très intéressant, toujours dans la perspective que je n'ai pas oubliée, la perspective de départ, d'aboutir aux sources lointaines ou proches de la franc-maçonnerie dite chrétienne. Voilà le serment maçonnique qui était prêté en 1737 dans la plus ancienne divulgation maçonnique française. On dit, monsieur, vous allez embrasser un ordre respectable qui est plus sérieux que vous ne pensez. On avait déjà besoin de le dire. Qui est plus sérieux. Il n'y a rien contre la loi, contre la religion, contre le roi, contre les mœurs. Le vénérable grand maître vous dira le reste. On le fait agenouiller sur un tabouret, le pied gauche levé en l'air, et on lui dit alors, vous promettez de ne jamais tracer, écrire, ni révéler les secrets des francs-maçons. À l'époque, on n'avait encore pas complètement traduit l'adjectif free. Alors, on n'avait pas encore dit franc, c'était une espèce de néologisme frais. Frais maçon et frais maçonnerie, qu'à un frère en loge et en présence du vénérable grand maître. Ensuite, il pose la main droite sur l'Évangile
et prononce ainsi son serment, je promets, etc., etc., et que Dieu me soit en aide. Après, on lui fait baiser l'Évangile. C'est la forme la plus ancienne du serment maçonnique en France. Cette fois, nous sommes en France, nous ne sommes plus en Angleterre, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, nous sommes au XVIIIe siècle, et cette forme du serment va être observée tout le temps et constamment partout en France jusqu'à la Révolution française. En 1736, il se passe encore autre chose, c'est qu'un personnage qui est d'origine écossaise, mais qui n'a pas beaucoup de fortune, dont la famille n'est pas très riche, est obligé de se déplacer, de venir en France, où il deviendra le précepteur, car c'est un homme de grande culture, où il deviendra le précepteur de familles nobles. À la fin de l'année 1736, il prononce un discours dans une loge à Paris, et ce discours aura un tel succès que tout au long du XVIIIe siècle, il sera répété à foison dans toutes les loges, publié, republié, copié et recopié. C'est ce qu'on appelle, sans plus de commentaires, le discours de Ramsay. Et dans ce discours, vous voyez qu'il pose un certain nombre de principes qui sont en quelque sorte le programme intellectuel de la franc-maçonnerie. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces anciennes maximes prises dans la nature de l'homme que notre société, c'est-à-dire la société des francs-maçons, fut établie. Nous voulons réunir des hommes d'un esprit éclairé, d'une humeur agréable, non seulement par l'amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, où tout l'intérêt de la confraternité devient celui du genre humain entier, où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides, où tous les sujets des différents royaumes peuvent conspirer, alors il ne faut pas se tromper, conspirer dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, ça veut dire peuvent aspirer ensemble, peuvent conspirer sans jalousie, vivre sans discorde et se chérir mutuellement sans renoncer à leur patrie. Tel est le programme intellectuel et moral de la franc-maçonnerie. Et un personnage comme Rasset est aussi intéressant parce qu'en fait, à la fin de sa carrière, il va se retrouver chez Fénelon, et c'est Fénelon, je fais du Larsen, et c'est Fénelon qui va, parce qu'évidemment il est écossais, donc il est presbytérien comme quasiment tous les Écossais, c'est Fénelon qui le convertira au catholicisme. Et à cette époque, il n'y a pas encore, en tout cas pas en 1736, de difficultés. Je vous montre aussi cet objet parce que parfois les objets d'art servent beaucoup pour comprendre certains phénomènes intellectuels. Il s'agit d'un trumeau qui a été fabriqué à la fin du XVIIIe siècle, entre 1790 et 1800, et qui a connu plus d'une centaine d'exemplaires, et dont une demi-douzaine nous est parvenue, d'une douzaine, nous est parvenue, la moitié sont dans des collections publiques et la moitié dans des collections privées. Et ce trumeau, qui est très célèbre, qu'on voit reproduit dans de nombreux ouvrages maçonniques, s'appelle « Voilà mes plaisirs », parce que vous voyez une banderole en bas « Voilà mes plaisirs ». C'est une illustration de ce qu'est, pendant tout le XVIIIe siècle français, un franc-maçon. Alors c'est un jeune chasseur, un jeune homme, qui s'occupe de la chasse, qui est une des conquêtes de la Révolution française, c'est le droit que tout le monde a désormais de chasser, alors que ce droit était auparavant réservé aux nobles. Vous voyez d'un côté un autel maçonnique avec la Bible posée sur l'autel, les 3 marches qui conduisent à l'Orient, et puis on le voit mieux sur la réduction, il y a en bas des objets. Ces objets, c'est des objets de la maçonnerie, on voit des livres, on voit des instruments de musique, c'est-à-dire qu'au fond, c'est le programme de Ramsay. Je suis un homme jeune qui jouit de ma liberté, je me cultive, je cultive les arts, et puis n'oublions pas qu'on est au XVIIIe siècle et qu'il faut toujours qu'il y ait une petite allusion un peu coquine. Donc vous voyez sur la droite 2 colombes qui se livrent au plaisir que vous imaginez. Et donc on peut penser que le franc-maçon, lui aussi, doit se livrer au plaisir de l'amour. Voilà l'image qui est celle de la franc-maçonnerie en France pendant tout le XVIIIe siècle. Sous l'Empire, ça va atteindre un degré incroyable. Parce que, évidemment, l'empereur aurait très bien pu effacer, qui n'est pas un démocrate
pur sucre, aurait très bien pu effacer ces petites cellules dans lesquelles on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, il va faire exactement le contraire. On va le lui conseiller d'ailleurs. Ses conseillers vont lui dire, écoutez, plutôt que de dissoudre les francs-maçons, ayez les francs-maçons avec vous. Et à ce moment-là, la franc-maçonnerie va devenir, sous l'Empire, une des institutions de l'Empire. Vous avez ici une gravure qui vous montre tous les généraux et tous les maréchaux de l'Empire en décor maçonnique. Car la franc-maçonnerie était devenue, sous le Premier Empire, quasiment une institution de l'État. Et d'ailleurs, le grand maître, c'est l'archichancelier de l'Empire, Cambacérès, qui est un personnage très intéressant, parce qu'en fait, c'était le vice-empereur. C'est-à-dire que c'est lui qui administrait la France quand l'empereur était à la guerre. Or, comme vous savez, Napoléon a passé quasiment tout son règne à la guerre. Donc, quand on dit Napoléon a dirigé la France, oui, certes, il était au courant de tout, et il avait des idées sur tout, mais celui qui tenait la boutique, si j'ose dire, au jour le jour, c'était Cambacérès. C'est lui qui dirigeait la France. Et Cambacérès était le grand maître de la franc-maçonnerie. Donc vous voyez l'intrication totale. Non seulement il n'y a pas de rupture, non seulement il n'y a pas de suspicion, non seulement il n'y a pas de conflit, mais il y a presque une assimilation de la franc-maçonnerie à l'appareil d'État, exactement, d'ailleurs, comme les choses vont se faire en Angleterre. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, cette image persiste. Au moment de la Révolution de 1848, Lamartine, qui n'est pas franc-maçon, va recevoir à l'Hôtel de Ville de Paris une délégation de francs-maçons. Et voilà le discours qu'il leur adresse. Nous sommes en 1848. Vous n'êtes selon moi que les grands éclectiques du monde moderne. Vous prenez dans tous les temps, dans tous les pays, dans tous les systèmes, dans toutes les philosophies, les principes évidents, éternels et immuables de la morale, et vous en faites le dogme infaillible et unanime de la fraternité. Vous écartez tout ce qui divise les esprits, vous professez tout ce qui unit les cœurs, vous êtes les fabricateurs de la concorde, vous jetez avec vos truelles le ciment de la vertu dans les fondements de la société. On voit qu'encore au cœur du XIXe siècle, il n'y a aucune espèce de rupture, d'opposition entre les institutions de l'État, la société en général et la franc-maçonnerie en France. Nous faisons un rapide écart vers l'Angleterre avant de revenir rapidement en France. À la même époque, le processus va atteindre des sommets en Angleterre, en particulier après la mort de la reine Victoria, avec Édouard VII, qui non seulement va être roi d'Angleterre, comme vous le savez, mais qui était franc-maçon et qui sera grand maître de la Grande Loge Unie, et qui, donc l'obédience unique anglaise, et qui, il accède au trône, ne peut plus être grand maître, mais prend officiellement le titre de protecteur de l'ordre maçonnique. Ce qui veut dire que là, c'est carrément le roi qui dirige la franc-maçonnerie. Du reste, ce sera la même chose avec George VI, le père de la reine Élisabeth, qui était un franc-maçon fanatique, qui a été grand maître de la Grande Loge d'Écosse, grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et qui s'est fait photographier des dizaines de fois en décor maçonnique. Ça, c'est l'Angleterre, et c'est évidemment très postérieur à 1848. Des images encore plus récentes. L'actuel grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre est le duc de Kent, qui a aujourd'hui 87 ans, et qui d'ailleurs est grand maître depuis 1967. Ça fait rêver beaucoup de grands maîtres français, je peux vous le dire. Et vous voyez que lorsque la reine, quelques semaines à peine avant sa mort, s'est montrée au balcon de Buckingham Palace lors de son jubilé de platine, comme son époux, le prince Philippe, était mort, eh bien, elle a choisi son ami d'enfance, son cousin et son ami d'enfance, le duc de Kent, pour l'accompagner. Le duc de Kent, qui est aussi le grand maître de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc cette intégration de la franc-maçonnerie aux valeurs les plus respectables d'une société est une intégration qui subsiste encore de nos jours en Angleterre. Et j'ajouterais que, pour aller sur un terrain où nous allons revenir dans quelques instants, la Grande Loge Unie d'Angleterre, parmi ses grands officiers, en a un qui s'appelle le Grand Chapelain. Il y a un Grand Chapelain de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui récite les prières, parce qu'il y a énormément de prières dans la maçonnerie anglaise. Eh bien, pendant de très nombreuses années, le grand chapelain de la Grande Loge Unie d'Angleterre n'était autre que l'archevêque de Canterbury, c'est-à-dire le primat de l'Église d'Angleterre. En Angleterre, la franc-maçonnerie est essentiellement vue par le grand public comme une organisation caritative qui verse chaque année
plus de 20 millions de livres, 20 millions de livres à des actions de bienfaisance. Il faut s'interroger pour essayer de comprendre pourquoi, lorsque vous faites un micro-trottoir à Londres, il n'y a quand même pas que des francs-maçons, il y a 200 000 francs-maçons en Angleterre, 150 000 en France, 160 000 en mélangeant toutes les obédiences. Mais là-bas, c'est une seule obédience. Bien. Quand vous faites un micro-trottoir en Angleterre, vous avez 99 chances sur 100 de tomber sur quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Et vous lui dites, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie ? Alors il vous dit, la franc-maçonnerie, ah oui, c'est ces gars-là qui défilent dans les rues avec des tabliers, des cordons, des bannières. Oh, ils sont sympathiques. Mais alors, il paraît qu'ils donnent beaucoup d'argent pour les œuvres caritatives. Ça, c'est le micro-trottoir en français. Alors, je vous imaginez le micro-trottoir à Paris. Ah, c'est ces magouilleurs qui font on ne sait quoi, qui se font la courte échelle, qui se tendent la main et qui se repassent les marchés. Quand on ne vous dit pas qu'ils brûlent les bébés et qu'ils sacrifient les vierges. Ce sont des choses qu'on voit sur Internet aujourd'hui, et textuellement et avec ces mots-là. Il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Regardez ça, c'est très étonnant, on l'a découvert lorsqu'il y a eu les attentats à Londres. On a découvert que tout le service d'ambulance, d'urgence et d'hélicoptères d'urgence de Londres sont intégralement financés par la Grande Loge Unie d'Angleterre, et ces ambulances portent l'équerre et le compas de 2 mètres de haut. C'est-à-dire que cette existence de la franc-maçonnerie et son implication dans la bienfaisance publique est quelque chose qu'on voit et qui ne pose de problème à personne. On pourrait dire la même chose aux États-Unis, je n'ai évidemment pas le temps d'en parler, avec cette fameuse fresque du Capitole, qui correspond à un événement qui s'est vraiment produit, et où on voit le général Washington en train de poser la première pierre du Capitole, qui est un bâtiment d'État, au cours d'une cérémonie maçonnique, en habit maçonnique. Bon, évidemment, on imagine difficilement cette chose-là en France. Enfin, sachons que la plupart des grandes loges provinciales anglaises font célébrer chaque année des services religieux dans la cathédrale anglicane. Vous voyez, tous les frères sont dans la cathédrale avec leur décor maçonnique. On reçoit officiellement les dignitaires dans la cathédrale, et même des représentants des hauts grades avec leurs vêtements caractéristiques. Alors, comment en est-on arrivé là en France ? Eh bien, tout s'est noué au cours du Second Empire. Napoléon III n'est pas franc-maçon, il a été carbonaro probablement dans sa jeunesse, mais il sait très bien ce que c'est que la franc-maçonnerie, et il fait comme son oncle. Il dit je pourrais l'arrêter, je pourrais la dissoudre, mais je vais la garder, mais à condition qu'elle ne m'embête pas trop. Et il va nommer comme grand maître le maréchal Magnan. Alors le maréchal Magnan, c'est l'empereur qui nomme le grand maître du Grand Orient. Déjà, c'est assez inhabituel. Mais surtout, le maréchal Magnan n'est pas n'importe qui, parce que c'est celui qui a conduit l'opération du coup d'État du 2 décembre 1851, qui a permis à l'empereur, qui n'est qu'à l'époque que le prince-président, d'annuler les élections, de dissoudre la Chambre des députés et de préparer son accession à l'Empire. Bon. Alors, comment ça s'est passé ? Le duc de Morny, qui est son demi-frère, qui était ministre de l'Intérieur, dit, c'est sa façon de voir les choses, ce fut une opération de police un peu rude. Eh bien, l'opération de police un peu rude a été conduite par le maréchal Magnan. Et il est nommé grand maître du Grand Orient de France. Mais ce qui va se passer, et ça c'est très important de le comprendre, c'est qu'il va y avoir, au cours du Second Empire, une mutation sociologique et intellectuelle de la franc-maçonnerie en France. Parce que tout au long du XIXe siècle, la France était gouvernée par des États plus ou moins autoritaires, restreignant les libertés publiques, première caractéristique. Mais deuxième caractéristique, des gouvernements qui tous avaient choisi de s'appuyer sur l'Église catholique, laquelle n'en revenait pas d'exister encore en France après une demi-douzaine de révolutions. De sorte que cette collusion, en quelque sorte, des régimes autoritaires français et de l'Église catholique a généré, chez tous ceux qui, en France, à l'époque, voulaient simplement un peu de liberté politique, un peu de liberté religieuse, le sentiment que les institutions de l'État et les institutions de l'Église n'étaient pas faites pour eux. Alors,
ils ont découvert quelque chose, bizarrement. Il y avait un endroit relativement à l'abri qui avait persisté, où on pouvait se réunir en toute discrétion et où existait, depuis très longtemps, un principe de tolérance, de fraternité, d'ouverture d'esprit, c'était les loges maçonniques. Et ces loges maçonniques qu'on aurait pu rayer d'un trait de plume, on les avait laissées persister. Et à ce moment-là, toute l'opinion, on va dire radicale française, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, s'est mise à investir les loges, à les habiter en quelque sorte comme un Bernard l'Ermite vient habiter une coquille déshabitée. Et au terme de ce processus, à la fin du Second Empire, la mentalité, les principes philosophiques, l'idéologie de la franc-maçonnerie française ont complètement changé. Elle est devenue quasiment un mouvement politique qui a un double but, l'établissement de la République en France. En Angleterre, vous avez vu qu'à la même époque, c'est le roi qui est grand maître. En France, et uniquement en France, et pour des raisons qui ne sont pas maçonniques, mais qui sont liées à l'évolution sociale, historique, politique, religieuse de la France. La franc-maçonnerie est devenue un mouvement politique qui a pour but l'établissement de la République et la séparation de l'Église et de l'État, et la lutte contre l'influence religieuse en France, principalement l'influence du catholicisme. Évidemment, le fameux événement de la Commune en 1870 est un acmé de cette période, événement condamné par toutes les autorités maçonniques et par tous les chefs républicains, mais auquel un certain nombre de francs-maçons ont participé à Paris. Ils se sont livrés à des actes héroïques qui consistent en particulier à fusiller un certain nombre de personnes sans jugement contre un mur, simplement parce qu'ils étaient ecclésiastiques ou archevêques de Paris. Donc c'est le moment, évidemment, où la fureur anti-étatique et anti-religieuse de la franc-maçonnerie française atteint son sommet. Mais tout ça avait une origine bien plus lointaine. L'origine, c'est qu'en 1738, donc vous voyez, nous sommes là, nous retournons au XVIIIe siècle, la maçonnerie française vient à peine d'éclore, de naître. En 1737, il y a une demi-douzaine de loges à Paris, il y en a une demi-douzaine en province, donc c'est encore très peu de choses. Eh bien, le pape, par la fameuse bulle In Eminenti, décide de condamner et d'excommunier les francs-maçons. Cette excommunication des francs-maçons ne sera levée qu'en 1983 dans le nouveau code de droit canon publié sous l'autorité de Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, et qui à l'époque était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais en levant l'excommunication en 1983, Ratzinger, qui avait bien étudié la franc-maçonnerie allemande lorsqu'il était en Allemagne, publie une déclaration dans laquelle il dit « Attention, l'excommunication majeure est levée, mais il subsiste une incompatibilité foncière entre l'appartenance à l'Église et la franc-maçonnerie. » Ce que l'on doit simplement retenir de ça, c'est que quelle que soit la situation actuelle, qui est beaucoup plus nuancée que ne le croit ou que ne pouvait le croire Ratzinger, parce que ce sont les prêtres des paroisses qui ont à gérer ça et ils ont d'autres chats à fouetter que la franc-maçonnerie. Il n'empêche qu'il existe, c'est clair, un malentendu historique particulièrement ressenti en France entre l'Église catholique assimilée au christianisme, puisque 98% des chrétiens français étaient catholiques, dans la mesure où on avait chassé les protestants au XVIe siècle, enfin à la fin du XVIIe. Il y a un malentendu fondamental entre l'Église catholique, qui est présentée comme l'incarnation exclusive du christianisme, et la franc-maçonnerie. D'où la naissance, dès après la Révolution, d'un anti-maçonnisme d'origine religieuse en France, avec notamment les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, qui fait naître la fameuse théorie du complot. Les complotistes, ce n'est pas sur Internet depuis 10 ans. Ça existait en 1799, où l'abbé Baruel dit c'est simple, c'est les francs-maçons qui ont truqué, qui ont fomenté, qui ont déclenché la Révolution française. Cette littérature va se poursuivre au XIXe siècle, en particulier avec Monseigneur de Ségur, c'est le fils de la comtesse, qui publie un livre sur les francs-maçons, où ce sont des gens horribles. Et alors, le sommet, c'est bien entendu Monseigneur Léon Meurin, en 1800, tout à fait à la fin du XIXe siècle, qui publie un livre, la franc-maçonnerie, la synagogue de Satan.
Et bien entendu, tout ça est dans le contexte de séparation de l'Église et de l'État, avec la loi de séparation de 1905, due au petit père Combes, qui est franc-maçon, bien entendu. Et cette littérature affolante de Léo Taxil, qui explique dans des ouvrages qui auront un succès colossal pendant 10 ans, colossal. Il sera même reçu en audience par le pape et félicité par le pape, qui dit « la franc-maçonnerie, c'est le diable ». Et d'ailleurs, le diable apparaît pendant les réunions maçonniques. Alors là, évidemment, on touche véritablement au délire, mais le pire, c'est que ce délire a été pris au sérieux pendant 10 ans par une partie importante de l'opinion catholique en France. Évidemment, on a une bataille de communication qui n'est pas très regardante sur les moyens, auxquels répondent évidemment, de l'autre côté, des affiches tout aussi agressives. On aboutira à la persécution, la première vraie persécution de toute l'histoire de la franc-maçonnerie en 1940, lorsque, en août 1940, comme s'il s'agissait d'une urgence absolue, l'État de Vichy dissout la franc-maçonnerie. Il faut se représenter ce qu'est la France en août 1940. Elle vient de subir l'une des plus terribles défaites de son histoire militaire. Il y a des millions de gens sur les routes. Le devoir de n'importe quel gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, le rapatriement des familles. Oui, eh bien non, c'est pas ça. Première décision, on dissout la franc-maçonnerie. La disproportion entre la situation dramatique du pays et le caractère complètement dérisoire de cette mesure administrative montre le niveau de haine qui avait été accumulé par 2 siècles d'une histoire très compliquée. Donc c'est tout cet héritage que nous devons garder présent à l'esprit. Évidemment, il y aura le film « Force occulte » qui montre la maçonnerie comme une espèce de secte de criminels, qui sera diffusé à Paris en 1940, et l'exposition maçonnique également au Petit Palais. Alors évidemment, aujourd'hui, le paysage maçonnique français est très divers, et il est le produit de cette histoire. Tous ceux qui ont voulu l'éteindre n'ont pas gagné, et il existe aujourd'hui, alors je n'ai pas mis toutes, parce que dans les pays normaux, il y a une obédience maçonnique, dans les pays originaux, il y en a 2, en France, il y en a 20, 30, 40, on ne sait plus très bien, on en invente tous les jours, et certaines d'ailleurs n'existent que sur le papier, et n'ont fait l'objet que d'une déclaration au journal officiel. J'en ai mis là les 9 principales, mais évidemment, je sais bien qu'il y en a d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut comprendre, au terme de l'histoire que j'ai évoquée, on peut comprendre la fragmentation du paysage maçonnique français qui est unique au monde. Parce que cette franc-maçonnerie est le produit d'une histoire complexe où, à chaque étape, à chaque moment, il a fallu tenter de trouver une réponse plus ou moins appropriée aux oppositions qui se manifestaient. Et ça explique le caractère très contradictoire de la franc-maçonnerie, au point qu'en France, il faudrait non pas parler de la franc-maçonnerie, mais parler des francs-maçonneries, car il existe entre certaines de ses composantes des nuances très considérables, et c'est ça qu'il est très difficile de faire comprendre à la plupart des gens qui sont extérieurs à la franc-maçonnerie et qui disent « Est-ce que vous pouvez me définir la franc-maçonnerie ?» On m'a demandé ça 50 fois dans des conférences publiques. Et j'essaie toujours d'expliquer que non, ça n'est pas possible en France. On peut dire quelles sont les différentes approches de la franc-maçonnerie. On peut dire que toutes ces approches résultent d'une histoire, d'un passé commun, mais que cette histoire a fracassé l'unité morale et institutionnelle de la franc-maçonnerie dans notre pays. Et pourtant, il existe un fil conducteur, et on l'a bien vu. Ce fil conducteur, il s'est interrompu au milieu du XIXe siècle. Pendant toute la période antérieure, tous les serments maçonniques en France, sans aucune exception, on me montre un rituel maçonnique français antérieur à 1800 où ça n'est pas vrai. Je pense qu'en 30 ans, j'ai dû compulser des centaines de manuscrits dans les dépôts maçonniques de l'Europe entière. Je n'en ai jamais trouvé. Tous les serments maçonniques, sans exception, ont été prêtés sur l'évangile de Saint Jean. Est-ce que l'évangile de Saint Jean n'est pas un livre emblématique de la tradition chrétienne ? Oui, c'en est un. Et c'est normal, puisqu'en effet, la franc-maçonnerie est un pur produit de la culture chrétienne européenne venue du Moyen-Âge. Et ceci est resté vrai, encore une fois, jusqu'au milieu du XIXe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, on sentait néanmoins
que quelque chose était en train de se débricoler, que l'attachement à la tradition chrétienne en France commençait à se fragiliser. Ce n'est pas récent. Et c'est de ça qu'est né un mouvement maçonnique sur lequel on va atterrir maintenant, qui est la franc-maçonnerie chrétienne. Cette franc-maçonnerie n'avait pas besoin de dire antérieurement qu'elle était chrétienne, mais à partir de la fin du XVIIIe, elle éprouve le besoin de le dire pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Alors il y a quelques personnages qui ont joué un rôle instrumental dans cette affaire, notamment Jean-Baptiste Villermoz, qui était un des maçons les plus zélés du XVIIIe siècle, c'est un négociant en soierie à Lyon, qui a consacré sa vie à la franc-maçonnerie et qui disait, c'est une formule intéressante, que pour lui, la franc-maçonnerie renfermait des connaissances rares, précieuses et consolantes, et qu'il la définissait comme une fraternité à la fois libérale. Alors, libérale, ça veut dire quoi à l'époque? Ça veut dire l'ouverture du cœur, et chrétienne. Et le système qu'il va constituer avec ses amis en quelques années, et qui existe de nos jours encore, même s'il était très... Alors, il l'a fait avec un autre personnage qui mériterait évidemment des tas de conférences, Louis-Claude de Saint-Martin, dont le nom figure dans les livres d'histoire de la philosophie en France, et qui est, comme le disait Émile Breillet, grand historien de la philosophie, le dernier représentant de l'école spiritualiste française à la fin du XVIIIe siècle. Et pour lui, la franc-maçonnerie était aussi un des moyens d'approfondir, on y reviendra dans un instant, la tradition chrétienne. Il a consacré beaucoup d'ouvrages, vous voyez par leur titre quelle était l'orientation de sa pensée, et il a inspiré ce système qu'on appelle le régime ou rite écossais rectifié, dont les principes sont codifiés en 1778 dans ce code maçonnique des loges réunies et rectifiées de France. Alors, le moment nanti de tout ce qu'on vient de dire et qui était nécessaire pour comprendre, le moment est venu de poser la question. Au terme de toute cette histoire complexe, mouvementée, pleine de bruit et de fureur, et qui est caractéristique de la maçonnerie française par rapport à la maçonnerie anglaise, qui est un long fleuve tranquille, qu'est-ce que peut signifier, dans la France du XXIe siècle, une franc-maçonnerie chrétienne? Et pourquoi une franc-maçonnerie chrétienne? D'abord, pourquoi la franc-maçonnerie? Dans le monde d'aujourd'hui, après tout, avons-nous encore besoin de la franc-maçonnerie? Pourquoi s'y intéresserait-on? Pourquoi lui accorderait-on de l'attention? Il me semble que, même si je l'ai dit tout à l'heure, il existe une telle variété dans le paysage maçonnique français qu'il est très difficile de trouver des dénominateurs communs absolus. Mais on peut quand même s'en approcher. D'abord parce que la franc-maçonnerie, c'est un lieu de sérénité et d'apaisement. Nous sommes dans une société fracturée, de violence physique et morale. Nous sommes dans un monde incertain, où, dans le flux des événements et des troubles sociaux, les hommes et les femmes de notre époque ont parfois du mal à s'y retrouver. D'autant, et c'est particulièrement vrai en France, que l'immense majorité d'entre eux a abandonné le rattachement à leurs attaches religieuses, leurs liens religieux traditionnels, leurs références religieuses traditionnelles. La France est un des pays les plus sécularisés d'Europe, où le taux d'athéisme d'irreligion est le plus élevé et de très loin par rapport aux autres pays européens. Donc, ces repères traditionnels n'existent plus. Mais la franc-maçonnerie, c'est un endroit d'apaisement et qui permet en quelque sorte de se séparer momentanément des troubles et du tumulte du monde extérieur, une espèce de bulle spatio-temporelle dans laquelle nous pouvons reprendre haleine. Et c'est remarquable que symboliquement, les francs-maçons disent qu'ils commencent leurs travaux à midi et qu'ils les terminent à minuit, alors que généralement ça commence vers 20h et que ça se termine vers 23h, mais on comprend bien ce que l'on veut dire. Et deuxièmement, que leurs loges sont théoriquement orientées d'est en ouest, du nord au sud, alors qu'ils peuvent avoir n'importe quelle orientation. C'est que le temps réel et l'espace réel ne comptent plus. On a créé une bulle spatio-temporelle. Dans le monde agité, compliqué et parfois profondément incertain et stressant qui est le nôtre,
La première vertu de la franc-maçonnerie, c'est de proposer des îlots spatio-temporels où on peut se retrouver. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est un lieu de rencontre de l'altérité dans la tolérance et le calme. Une société n'a pas à être unitaire sur tout. Les seules sociétés où tout le monde pense la même chose sont les systèmes totalitaires. Et on sait bien qu'ils le font sous la violence. Donc la diversité des opinions et des conceptions est consubstantielle à la vie sociale. Mais elle ne doit pas dégénérer en conflit ou en guerre civile larvée permanente. La franc-maçonnerie est un endroit où la diversité ou l'altérité est gérée dans le respect et la tolérance. Et il y a des règles extrêmement précises, des règles procédurales qui permettent d'obtenir ce résultat. Il y a peu d'endroits dans les sociétés d'aujourd'hui où l'on est capable de retrouver cela. Et puis le troisième élément, et là encore c'est une caractéristique générale de la franc-maçonnerie, c'est qu'elle nous permet d'accéder à un certain approfondissement de soi. Et c'est délibérément que je choisis le mot approfondissement et non pas développement. Vous savez, le développement personnel. Qu'est-ce que c'est le développement personnel? Le développement personnel, c'est je m'assois, j'écoute les accords toltèques ou les bols tibétains avec des fumées d'encens et je me dis que je suis beau, que je suis tranquille, que je suis... Voilà, c'est ça le développement personnel. C'est-à-dire que c'est une forme d'autisme constitué, délibéré, volontaire. Ça fait gagner beaucoup d'argent à ceux qui proposent une littérature sur ce sujet ou des stages tous plus bidons les uns que les autres, quand ils ne sont pas des portes d'entrée vers des sectes. Donc, bannissons l'idée que c'est du développement personnel. Il ne s'agit pas de grossir, il s'agit d'aller au plus profond de soi. Et la démarche qui est proposée par la maçonnerie n'est pas une démarche exclusivement intellectuelle ou morale, c'est une démarche qui nous pousse à aller au plus profond de nous-mêmes pour trouver le point central à partir duquel nous allons pouvoir recouvrer notre équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur des années. La maçonnerie n'est pas magique. Il ne s'agit pas, en sortant d'une cérémonie maçonnique, de dire « ça y est, je peux voler et j'ai des super-pouvoirs ». Non, on ne vole pas et on n'a pas de super-pouvoirs. Mais on a commencé un chemin d'approfondissement de soi. Limitons-nous déjà à ça pour justifier le besoin ou l'utilité de la franc-maçonnerie dans notre temps. Alors, deuxième approche, franc-maçonnerie certes, mais je vous l'ai dit, la franc-maçonnerie est divisée, elle est fracturée, elle est diverse dans notre pays. Pourquoi s'intéresser plus particulièrement à la franc-maçonnerie qui se qualifie elle-même de... Alors, il y a différentes manières de se qualifier, mais disons, souvent, les termes utilisés sont traditionnels et spirituels. C'est-à-dire une maçonnerie qui se situe avant les ruptures que j'ai mentionnées, avant la rupture du milieu du XIXe siècle, qui se rattache à l'époque antérieure, qui veut reconstituer la continuité d'un fil qui a été rompu par l'histoire. Pourquoi, quel besoin, ici et maintenant, au XXIe siècle, de se rattacher à ce qu'on appelle une tradition? D'abord, le mot tradition lui-même est un mot compliqué, qui est souvent mal compris en notre temps. On dit oui, c'est l'immobilisme, le fixisme, l'archaïsme. Vous connaissez cette fameuse et belle formule, la tradition, ce ne sont pas les cendres que l'on conserve, c'est la braise qu'on entretient. C'est une tradition, c'est une vie qui nous est transmise, avec cette belle formule qui remonte à la théologie médiévale. Nous sommes, et qui a été reprise par 50 auteurs après, mais qui remonte au XIe siècle, nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Nous devrons essayer de sortir de cette logique des sociétés modernes, comme l'avait observé Alexis de Tocqueville au XIXe siècle, disant que le drame de ces sociétés, c'était que chaque génération nouvelle était un nouveau peuple, qu'on pratiquait la table rase, qu'on oubliait le passé, comme si, à chaque moment, le monde renaissait et n'avait pas d'antériorité. La tradition, c'est se réinsérer dans une histoire, dans une vie, dans l'expérience qui a été menée par des centaines et des milliers d'autres hommes avant nous, et auquel, en quelque sorte, nous tendons la main à travers le pont de l'histoire qui nous sépare du temps, qui nous sépare définitivement.
Et je pense que la franc-maçonnerie, par son histoire, prétend précisément être une société traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne se justifie que si elle se relie à un enseignement et une vision du monde qui remontent très loin en arrière et qui nous libèrent en quelque sorte de l'artifice, de l'instantané, de l'éphémère, qui sont les règles du temps moderne. Et puis enfin, maçonnerie, franc-maçonnerie traditionnelle, spirituelle et chrétienne. J'entends déjà dire, mais allez, franc-maçonnerie, on veut bien. Traditionnelle et spirituelle, bon, on a compris, pourquoi pas. Mais chrétienne, à quoi ça sert ? Tout simplement parce que la franc-maçonnerie était chrétienne dès son origine. Je pense ne pas avoir eu trop de difficultés à vous le montrer. Mais il ne faut pas se tromper. La franc-maçonnerie n'est ni une religion, ni un substitut de religion, et encore moins une pseudo-église. Elle n'est rien de tout ça, notamment quand elle revendique une identité chrétienne. C'est tout simplement parce que, d'abord, ses fondements rituels, ses fondements légendaires ont puisé dans la tradition chrétienne, et ensuite parce qu'elle est un pur produit de la culture européenne qui, depuis 2000 ans, a été exclusivement façonnée par la culture chrétienne, par la tradition chrétienne. C'est un premier point. Mais surtout, parce qu'il y a dans les valeurs du christianisme, qui n'est ni un christianisme religieux, ni un christianisme confessionnel, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, il y a dans les valeurs du christianisme quelque chose qui est étrangement apparenté aux valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie. Vous savez qu'il y a un passage de l'Évangile où Jésus résume son enseignement dans une seule phrase, « Tu aimeras Dieu de toute ton âme et ton prochain comme toi-même ». Alors, ça paraît simple, mais c'est extrêmement difficile. Alors, on peut me dire, mais très bien, d'accord, vous avez le droit de penser ça, c'est votre affaire, il y a les églises pour ça, allez-y, il n'y a plus personne. Alors, pourquoi, à quoi ça sert ? J'ai souvent entendu cette question. Tout simplement parce que la franc-maçonnerie n'est pas une église. La franc-maçonnerie, c'est un terrain d'exercice. C'est un terrain d'exercice qui nous permet pas seulement de proclamer des valeurs, mais de les mettre en œuvre. De les mettre en œuvre à travers quelque chose qui n'est pas un exercice cultuel, qui n'est pas une profession intellectuelle, mais qui est une expérience initiatique. La spécificité de l'approche maçonnique, y compris dans cette dimension ou dans cette variété chrétienne, c'est d'inclure cette préoccupation, non pas dans une confession de foi ou dans une proclamation philosophique, mais de l'inclure dans un parcours de vie à travers l'expérience initiatique incluse dans les rituels maçonniques. Les rituels, au fond, c'est le mot final. C'est ça la différence spécifique qui sépare et qui distingue la maçonnerie de tout le reste. Non, la maçonnerie n'est pas un club philosophique. Non, ce n'est pas un lobby. Non, ce n'est pas un cercle mafieux. Ça n'est rien de tout ça. C'est un ordre initiatique. Et qu'est-ce que ça veut dire, un ordre initiatique ? Ça veut dire que c'est ni de la mystique, ni de la magie. Ça n'a rien à voir non plus avec tout ça. Et je le répète, ce n'est pas une religion ni une église. C'est quelque chose d'autre. L'initiation, c'est le risque que l'on prend avec soi-même de conduire tout au long de sa vie une expérience. Cette expérience consiste à se couler dans des rituels que des hommes et des femmes ont mis en œuvre pendant des décennies, pendant des siècles, qui sont à peu près immuables et qui n'ont qu'une seule vocation, nous faire vivre de l'intérieur la découverte de la lumière qui est en nous. Alors, c'est ainsi que je conclurai. En 1744, à Paris, on publie pour la première fois un ouvrage imprimé qui divulgue au public tous les secrets de la franc-maçonnerie. Ça s'appelle d'ailleurs « Le secret des francs-maçons », qui aura un très grand succès à Paris. Ça me permet de rappeler que le fameux secret des francs-maçons, rappelons ça aux complotistes de tout poil, sont en vente dans toutes les bonnes librairies depuis 280 ans. Donc ce n'est pas ça le secret des francs-maçons.
Mais ce qui est amusant, c'est que dans cet ouvrage, qui a toujours cette dimension un petit peu ironique, qui est propre au XVIIIe siècle, où on savait sourire en parlant de choses sérieuses, le livre commence par un petit quatrain en vers de mirliton, un peu maladroit, mais qui finalement disent quelque chose d'assez juste. Ce petit quatrain dit ceci. Pour le public, nous sommes à Paris en 1744, pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème, 1744, qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. Eh bien, je pense que 280 ans plus tard, c'est vrai plus que jamais. Merci à toutes et à tous.